Mesdames, Messieurs, bonsoir. 20h sur la RTS, le journal, voici les titres. Le président Macky Sall entame à partir de ce lundi une tournée économique à vocation agricole. Première étape, Kaolack, où les populations lui ont réservé un accueil populaire sous la canicule. La région, bassin arachidier du Sénégal, entend redorer son blason et attend beaucoup de ce déplacement du chef de l'État. Programme spécial de modernisation des sites religieux. Nous poursuivons la série de reportages dans les différentes localités concernées. Ce soir, Poponguine et son sanctuaire Marial, et puis Mour, où la mosquée de la famille Barreau est en phase de réhabilitation. Journée mondiale de l'alimentation. Bambilor a abrité la cérémonie officielle ce lundi. Zone agro-pastorale, la commune a montré son savoir-faire et ses potentialités. Le climat change, l'alimentation aussi est le thème de cette 36e édition. Yekini range son game roi des arènes pendant plus d'une décennie. Le champion Serer a décidé de se retirer après 2 défaites successives qui l'ont poussé à sortir. Bonsoir et bienvenue à tous. Le chef de l'État a entamé sa tournée économique dans les régions centre et est. Après avoir visité les zones de production à Kaolack et Kaffrine, le président Macky Sall s'est dit confiant quant aux récoltes attendues. Le président de la République a par ailleurs annoncé le renforcement des moyens de notre agriculture pour une croissance encore plus forte. Nous écoutons le chef de l'État au micro de Aboubakry Kane. J'ai rencontré beaucoup de producteurs et d'agriculteurs dans cette région de Kaolack et dans cette région de Kaffrine, la première étape du jour, que je n'ai pas encore terminée. Nous sommes tout à fait confiants sur le déroulement de l'hivernage. Déjà à Kaolack, j'ai pu constater pour l'hivernage 2016 que pour le 150 900 hectares ont été emblavés contre 132 508 l'année dernière. Donc il y a une progression. Il y a une progression sur le sorgho pour 16 417 hectares. Le sorgho, vous savez, est une culture beaucoup plus difficile. Pour le maïs, nous avons plutôt une légère baisse par rapport à 2015. Mais ce qu'il faut noter, c'est que le riz fait son apparition dans le bassin arachidier qui est devenu un bassin agricole à travers la diversification des cultures. Et nous avons surtout l'arachide. L'arachide, il y a un bond cette année avec 118 842, rien que pour la région de Kaolack, hectares. Ça veut dire qu'avec ce que nous avons vu aujourd'hui dans ces champs, nous pouvons avoir espoir que les récoltes seront bonnes. En principe, nous prions également pour avoir une dernière pluie. Mais en tout état de cause, je pense que pour le mil, pour l'arachide, en tout cas, les cultures pourront donner de très bons rendements. Au total, sur les céréales, rien que pour la région de Kaolack, nous sommes à 192 000 hectares, donc presque 200 000 hectares emblavés. Donc avec des rendements qui ont cru, du fait des politiques de modernisation, de renouvellement du capital semencier, de la diversification et de l'adaptation par rapport aux aléas, du fait également du soutien sur les intrants, engrais, mais aussi machinisme. Je pense que là, le Sénégal va tout droit, Monsieur le ministre, vers une autosuffisance sur l'ensemble de ces spéculations, notamment sur les céréales, mais aussi l'arachide, nous allons avoir, Inch'Allah, de très très bonnes productions. Alors je félicite l'ensemble des agriculteurs, puisque mon ambition c'est de faire passer les paysans au stade d'agriculteurs. Ça veut dire que cela va avec une formation, cela va aller également avec un équipement adéquat pour augmenter les capacités et les productions. Et ça aussi, c'est l'ambition du plan Sénégal émergent. Et dans le PSE, l'agriculture va être la sève nourricière. Ça va être le secteur qui va tirer la croissance. Donc nous devons renforcer tout ce que nous avons fait jusque-là et nous allons le renforcer, que ce soit sur le riz, que ce soit sur les céréales, que ce soit sur les produits horticoles. Et nous allons de façon globale renforcer les moyens de notre agriculture, puisque une corrélation très claire a montré que plus nous investissons dans le secteur productif
de l'agriculture, plus cela nous donne une croissance plus forte et une valeur ajoutée plus forte. Pour cette première journée, donc, les populations de Kaolack se sont fortement mobilisées. Ils espèrent que cette visite va relancer les activités agricoles et économiques dans la région de Kaolack. Ambiance et réaction. C'est une tournée, comme son nom l'indique, économique. Une tournée économique, c'est une tournée qui a pour portée de faire le bilan et le diagnostic de l'ensemble des réalisations économiques que le président a eu à faire aussi au niveau de la région de Kaolack. À travers ses promesses, pendant les conseils de ministres décentralisés, le président de la République avait fait des promesses pour la région de Kaolack. Donc on fait l'état des lieux de ces promesses-là, les réalisations économiques, les niveaux de vie économiques, le développement économique de la région de Kaolack et les perspectives qu'il faut avoir par rapport à ces promesses. En tout cas, nous pensons que ce sera une tournée économique qui fera le bénéfice de la région de Kaolack, parce que tout simplement, le président de la République est quelqu'un qui respecte toujours ses engagements. Le président de la République a su réaliser les promesses qu'il avait tenues lors des campagnes électorales. Donc c'est pourquoi la population est sortie pour accueillir le président de la République, pour lui dire merci, parce qu'à travers ses réalisations, le président a tenu ses promesses. À Taïba Niassène, la Fédération des producteurs de maïs du Saloum est en phase de réussir le pari de la diversification agricole avec le soutien de l'État. Cette fédération de producteurs fait office de modèle dans le Saloum. Dans ce contexte, la visite du président au niveau des périmètres agricoles est un réel motif de satisfaction pour ses différents membres. Ousmane Garifay. Des périmètres agricoles à perte de vue totalement jaunis. Ici, le temps qui court a raison de la verdure. Le sourire aux lèvres, ces agriculteurs manipulent fièrement les épis. Signe qu'à Taïba Niassène, l'hivernage a déjà tiré sa révérence. À quelques heures, la visite du chef de l'État, parti pour être historique pour la Fédération des producteurs de maïs du Saloum, sa présidente décline le mode opératoire qui leur a valu réussite pour la campagne qui s'achève. On s'est organisé en réseau d'abord, en GIE et en réseau. Et après, on s'est senti le nécessaire de faire une fédération pour quand même prendre en charge les problèmes de nos membres. Parce que tout le monde savait que l'agriculture est là, mais on ne leur donnait pas tellement le nécessaire qu'il fallait. Le nécessaire qu'il fallait, ces producteurs l'ont eu 20 hectares d'arachide, du manioc, du mil, autant de périmètres pour des spéculations nouvelles qui ont toutes bénéficié du soutien multiforme de l'État et des structures décentralisées d'appui au secteur agricole. Foncier, mécanisation, intrants, appui, conseil, l'implication a été décisive pour produire des success stories. Nous développons ici beaucoup de spéculations et faisons de la valeur ajoutée. Nous souhaitons disposer davantage de crédits dans les banques pour nous permettre de nous lancer dans la transformation de ce que nous produisons. La venue du président nous galvanise. Il nous a beaucoup aidés sur les intrants, mais nous lui tendons davantage la main. L'État a beaucoup fait dans le département. Pour prendre uniquement l'exemple de la FEPROMAS, l'État a donné tout dernièrement 100 semoirs à la FEPROMAS
et 50 Oussines. Sur le plan aussi de l'engrais, l'État leur a donné de l'engrais et des semences. Comme vous le voyez, vous avez tout vu. Donc vraiment, on s'attend à une récolte vraiment très acceptable. La fédération agit sur 3 régions, Kaolack, Kaffrine et Fatick, et polarise 22 communes. Dans ce bastion jadis dédié à l'arachide, de nouvelles spéculations comme le maïs ont désormais droit de citer. La campagne agricole sera menée jusqu'au bout dans les meilleures conditions, selon les responsables de la direction régionale du développement rural de Kaolack. Nous écoutons à ce propos Michel Ndion, il est le chef de division à la dite structure sur le dispositif mis en vigueur pour réussir aussi bien la récolte que la commercialisation. Le voici au micro de Clark Diop. La campagne agricole a démarré par la mise en place très précoce de l'arachide et de l'engrais, notamment le 6-20-10, mais un peu tardive de l'urée et du triple 15. La région a reçu 12 882 tonnes d'arachide contre 11 892 la campagne passée, soit un bond de 12%. Pour les espèces diverses, le taux varie, le taux de mise en place varie de 80 à 101%. Pour l'engrais, le taux varie entre 12% à 124%. Pour la situation pluviométrique, sur les 27 postes que compte la région, les 15 sont déficitaires, mais ils ne reflètent pas le bon comportement des cultures. Mais on note aussi un arrêt ou bien une pause pluviométrique. C'est cela durant un arrêt ou bien une pause pluviométrique. Depuis le mois de septembre, on n'a pas encore reçu de pluie. Mais il ne reflète pas sur le bon comportement des cultures. Oui, en termes de perspective, on a constaté sur le terrain une augmentation des emblavures en arachide. Cela est dû au prix intéressant de l'année passée. Des perspectives donc dans le bassin arachidier. Le gouverneur adjoint de Kaolack en charge du développement explique ici les raisons de ce déplacement du chef de l'État dans le Saloum. Abdoulaziz Diagne est au micro de Clark Diop. Je voudrais d'abord rappeler que cette tournée économique de son Excellence, Monsieur le Président de la République, entre dans le cadre de ses prérogatives, car c'est lui qui définit la politique en matière agricole pour le Sénégal, politique mise en œuvre par les ministres de l'Agriculture, notamment, et sous la supervision de Monsieur le Premier ministre. Donc le choix de Kaolack s'explique par la forte production engrangée au niveau de la région, tant pour les céréales que pour les gélayagineux, mais également de par la très forte organisation des producteurs. Et à titre d'illustration, je voudrais rappeler ou préciser le choix de la FEPROMAS, la Fédération des producteurs de maïs du Saloum, dont son Excellence aura l'opportunité donc de visiter le périmètre champêtre. Mais également l'encadrement extrêmement important dont bénéficient les producteurs à travers donc la Direction régionale du développement rural, mais également l'ANCAR et les projets et programmes qui interviennent dans le secteur de l'agriculture. Donc je crois que le choix de Kaolack n'est pas du tout fortuit pour que son Excellence puisse s'imprégner donc de l'évolution de la campagne agricole en ce mois d'octobre. Effectivement, au niveau de la région de Kaolack, il y a des populations qui se nourrissent du riz produit dans leurs champs. Lors de la tournée de M. le ministre de l'Agriculture l'année passée, nous avons visité dans la commune de Thiaré des riz qui avaient donné d'excellentes productions. En termes de qualité, mais également en termes de superficie emblavée. Et nous osons croire que cette situation ne pourra que se renforcer pour que le Sénégal puisse, ou les Sénégalais puissent consommer le riz produit dans nos différentes régions. Et Kaolack ne peut pas concurrencer certaines régions à vocation agricole, telles que la zone sud, mais je sais que Kaolack peut fortement contribuer donc à l'autosuffisance en riz pour que nos populations puissent ne plus donc, acheter du riz importé. Et nous osons croire effectivement que l'accompagnement de l'État va se poursuivre, notamment en termes de
mise en place précoce des intrants, mais également en termes de mise en place du matériel agricole subventionné, que ce soit le matériel attelé ou le matériel motorisé. Il est important de souligner que le niveau de subvention est extrêmement élevé. Pour par exemple le petit matériel motorisé, la subvention est à 70%. Le minimum constaté, c'est au niveau des intrants, c'est à 41% pour certaines variétés d'arachide. Donc le matériel est disponible au niveau des commissions locales mises en place par les différents sous-préfets et les préfets. Et toute personne qui souhaite acquérir du matériel peut aller rencontrer les membres des commissions locales pour se faire inscrire et ensuite avoir un dossier pour payer. Et après avoir payé, maintenant, le matériel sera livré par les fournisseurs agréés par le ministre de l'Agriculture et du Développement rural. Donc le matériel est disponible et nous invitons vraiment les différents producteurs à acquérir le matériel nécessaire pour que la production et la productivité puissent être davantage améliorées au niveau de la région de Kaolack. Merci, monsieur le gouverneur. Merci. Après Kaolack, le président de la République est attendu demain mardi à Kaffrine. Il va visiter les exploitations agricoles de Serigne Damka, un guide religieux, grand producteur agricole qui se trouve à 4 km de la ville, à Ramdawa. Toun Mosquée, ou le fief de Serigne Damka, un marabout à la tête d'un dara de plus de 600 talibés. Sa fierté, être parvenu à les entretenir sans recourir à la mendicité. Il le doit à sa production agricole, forte et diversifiée. Le marabout produit plus de 50 hectares d'arachides. Il fait toutes les variétés. Vous avez vu le mil à l'entrée des champs. Il en produit 40 hectares. Il fait aussi du maïs, 10 hectares. Du bassi, 5 hectares, du riz et même du sésame. Le disciple de Baye Niass a fait de la culture un principe de la vie. Ses champs s'étendent jusqu'au-delà de tout le village. Quand on a demandé à Baye Niass pourquoi il cultivait, il a répondu « pour subvenir à mes besoins ». Ne solliciter personne et nourrir ma famille. C'est ce que nous faisons. Aussi nombreux soient-ils, aucun de mes talibés ne mendie par ici. 7 tonnes 500 de semences octroyées cette année au marabout producteur Serigne Damka. Toun Mosquée, un exemple d'autosuffisance par la seule force de l'agriculture. Le président de la République de s'y inviter ce mardi. Son geste est semblable à celui d'Omar ibn al-Khattab, qui avait succédé au prophète. Il allait constamment à la rencontre des musulmans pour s'enquérir de leurs problèmes. C'est ce que le président de la République est en train de faire, très loin des salons de son palais. Il lui sera également donné d'apprécier l'organisation pointue de ce dara. On a parmi les talibés 100 personnes qui s'occupent des champs. Les 90 sont des hommes. Les 10, ce sont des femmes qui font la cuisine pour les talibés. Ils sont très dévoués et on ne le doit qu'à Dieu. J'ai pris beaucoup pour eux. Ils auraient pu gagner leur vie ailleurs, mais ils sont là. Ils travaillent pour le compte de la communauté, mais aussi pour eux-mêmes. Serigne Damka est en fait sur les traces de son père, El Hadj Saliouka. Il a consacré sa vie à son guide spirituel Baye Niass et à une de ses fortes recommandations, l'activité agricole.
Le président de la République est également attendu demain à Koungheul pour visiter une piste construite par le PUDC. Cet ouvrage mène à Makagouy sur 26 km. Intérêt et enjeu de cette piste avec Mamadou Sambambawa. S'il y a quelqu'un à qui la nouvelle piste Koungheul-Makagouy a mis du baume au cœur, c'est lui, l'infirmier chef de poste de Sali Escale. Depuis que je suis là en mai 86, ça fait 30 ans révolus, j'ai trouvé ici une piste qui était vraiment défectueuse. Les évacuations se font par le district sanitaire. On appelle le district sanitaire qui nous amène une ambulance. Mais avant de recevoir cette ambulance, avec l'ancienne route qui était là, vraiment on avait du peine à évacuer parce que l'ambulance durait presque 2 heures de temps en cours de route pour venir et retourner encore, faire encore la même durée. Vraiment, ça nous faisait presque 4 heures de route entre Koungheul et Sali qui n'a qu'une distance de 22 km. Vraiment. Conséquences, toujours des conséquences désastreuses parce que souvent on perdait le malade. Ça fait un grand ballon d'oxygène pour l'évacuation sanitaire dans notre poste santé. Nous sommes à plus de 100 km de Kaffrine dans la zone Koungheul. 30 ans de calvaire traversés. Et pour comprendre l'importance de cette piste, il faut interroger la taille de la commune de Sali Escale et l'activité agricole. La commune est composée de 54 villages, plus de 24 000 habitants. Vous voyez combien une piste elle est importante ici parce qu'elle apporte le développement et le président nous en a fait une. La population le remercie pour cela. C'est une très bonne piste. Acheminer maintenant des produits agricoles à Koungheul devient pour nous très facile. Le PUDC est certes dans une action de quasi-secours d'urgence, mais son initiateur, le président Macky Sall, tient beaucoup à la qualité des ouvrages. Il nous avait demandé de travailler sur un certain nombre de tronçons que lui-même avait identifiés, et certains tronçons sont frontaliers, et celui-ci en fait partie. Koungheul-Makagouy sur un linéaire de 26 km 300. Donc elle est constituée d'une couche de roulement de 20 cm et sur une largeur de 6 mètres. Pour ce qui est de l'avancement des travaux, on a réalisé l'approvisionnement sur environ 98%. Cette route répond aux normes de qualité. Compte tenu de la forte pluviométrie de la zone, on a prévu de réaliser au total 30 ouvrages hydrauliques constitués de 19 radiers et 11 dallos. D'où le choix porté sur cette piste pour la visite du chef de l'État. Visite qui donne également le top départ pour la 3e série d'ouvrages dans la région de Kaffrine. Pour Kaffrine, nous sommes sur 5 tronçons total et le linéaire total fait 123 km pour un budget de 4 milliards 100 où nous comptons dans la région de Kaffrine réaliser 150 à 200 km. Les études sont terminées. Aujourd'hui, nous sommes en train de travailler sur l'élaboration des dossiers d'appel d'offres. Koungheul-Makagouy via Sali Escale. Partout, les populations se mobilisent pour dire merci au président de la République. En fait, c'est nous-mêmes qui devrions aller à Dakar dire merci au président de la République. Il ne devait même pas venir. Tout simplement parce que l'horizon s'éclaircit devant elle. C'était le 25 avril 2013, lors du Conseil des ministres délocalisé à Tambacounda. Le chef de l'État avait pris des engagements afin de financer des projets pour promouvoir le développement endogène. Un programme triennal a été adopté et les chantiers sont en cours de réalisation. Le constat avec Tchorodien. 2013-2016, voilà les 3 années que s'était fixé l'État du Sénégal pour réaliser de grands chantiers dans tous les domaines d'activité à Tambacounda. Plus de 200 milliards de francs CFA ont été prévus pour financer plusieurs projets et programmes de développement. Au cours de ce Conseil des ministres, il y avait différentes recommandations qui avaient été prises par l'État en vue de sa mise en œuvre. 3 ans après, effectivement, il y a beaucoup d'actions qui ont été réalisées, même si c'était quand même reste. Mais quand même, vraiment, vu le rythme de réalisation,
Je pense que vraiment nous pouvons être satisfaits vraiment de l'application de ces différentes recommandations qui va porter très haut le flambeau de Tambacounda, vraiment au niveau quand même national, dans le cadre vraiment de l'atteinte de nos objectifs par rapport au plan Sénégal émergent. Dans le domaine agricole, la maîtrise de l'eau est en bonne voie. Le désenclavement des zones les plus reculées est presque achevé grâce au programme du PIDC. La distribution d'intrants de qualité et de matériel agricole moderne est bien assurée par les services techniques du ministère de l'Agriculture. Il y a le PIDC qui est en train quand même de faire beaucoup d'efforts en matière de forage ruraux, ou même de forage maintenant multi-village. C'est le nouveau concept maintenant qui est en train d'être développé à Tambacounda. L'exemple que je donne, pour la campagne agricole de 2016, en tout cas moi, en tant que gouverneur de Tambacounda, je n'ai reçu aucune doléance ou bien aucune remarque de la part des producteurs relative vraiment à une mauvaise qualité des intrants qui ont été distribués. La zone de Tambacounda a bénéficié de 4699 unités de petits matériels, 45 tracteurs, 115 motoculteurs, une moissonneuse batteuse, 10 batteuses à riz, 6 petites unités familiales de décortiquage et de blanchiment des riz, 5 kg de tracteurs de 400 litres, 22 magasins de stockage et tant d'autres. Tambacounda fait partie de la zone cotonnière du pays avec Kédougou et Kolda. Mais aujourd'hui, l'ambition des producteurs est d'œuvrer pour la diversification des cultures. Tamba aussi quand même joue son rôle dans le cadre de la valorisation de la production cotonnière en matière de qualité et en matière aussi d'augmentation quand même de la production. L'ambition d'ici quelques années, c'est que Tambacounda arrive maintenant à satisfaire toute la production nationale de bananes. Pour qu'au moins l'État ou bien les partenaires, les agents économiques, ne puisse plus maintenant importer de la banane. C'est ça aujourd'hui la mission de Tambacounda. Et notre ambition, c'est un peu vraiment de valoriser un peu, ou bien de porter un peu le rendement par hectare au niveau quand même du riz. Et même l'amener jusqu'à, pourquoi pas, 11 ou bien 8 tonnes à l'hectare, ou bien 9 tonnes à l'hectare. Outre le domaine agricole, l'éducation et la santé sont d'autres actes prioritaires pour l'État du Sénégal. Attention, les abris provisoires aussi, il ne faut pas que les gens aussi voient un peu le caractère négatif. Non. Mais aujourd'hui, si nous avons atteint quand même vraiment un taux très élevé de scolarisation, c'est parce que aussi, à l'époque, les abris provisoires ont joué un rôle extrêmement important. Maintenant, aujourd'hui, nous avons une ambition d'être un pays émergent. Donc, notre rôle maintenant, en tant qu'État, c'est de voir comment maintenant résorber ces abris provisoires. La santé à Tambacounda n'est plus une affaire uniquement des acteurs de santé ou bien des acteurs communautaires de santé. Parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, aujourd'hui, le désenclavement, l'accessibilité, le transport rural jouent un rôle fondamental dans la santé. L'État aussi est en train de travailler aussi vraiment dans le cadre de l'accessibilité avec d'autres partenaires. L'État aussi est en train de travailler dans le cadre aussi de l'électrification quand même rurale, dans le cadre de l'assainissement, dans le cadre aussi de l'hydraulique. Maintenant, toutes ces réalisations, si elles sont faites aussi, vont impacter positivement sur les indicateurs de santé. Lors de ce conseil des ministres délocalisé du 25 avril 2013 à Tambacounda, l'accent a été aussi mis sur la relance des activités du secteur touristique. Quand on parle de tourisme, mais il faut d'abord offrir aux touristes là un attrait ou bien des attraits pour venir maintenant à Tambacounda voir ce qu'il y a à voir. Donc il faut valoriser le patrimoine touristique, bien le patrimoine classé. Mais ça, l'État ne l'a jamais oublié. Hein. Au contraire, l'État travaille là-dessus. Au niveau de Bakel, vous l'avez dit. Parce que si vous voyez que quand même Bakel a été choisi cette année pour un peu célébrer la journée, c'est un peu maintenant pour donner le coup d'envoi, ou bien vraiment encore insister sur la nécessité de valoriser les sites touristiques, hein, ou bien les sites historiques qui ont une valeur touristique. C'est bien le mot. Avec la réalisation de tous les projets et programmes en cours, les populations vont profiter de toutes les potentialités de la zone et de la position carrefour de la région. Ces nouvelles politiques ont été mises en œuvre dans le cadre du plan Sénégal émergent. Nous parlons du programme de modernisation des sites religieux. Ce soir, Popenguine, il y est prévu la réhabilitation du sanctuaire marial et la construction d'une résidence. Le chef de l'État a souhaité, le chef de l'Église plutôt, a souhaité la délocalisation du sanctuaire sur le site du village des Marcheurs. Cet espace va ainsi abriter les lieux de célébration et une résidence. Le point avec Aboubakri Kane. Dans le programme présidentiel de modernisation des cités religieuses, il était prévu la restauration du sanctuaire marial de Popenguine, la réhabilitation de l'espace liturgique de 15 000 places de Notre-Dame de la Délivrande et une extension de 5 000 places
En plus de la construction d'une résidence de 90 lits, une salle de conférence et l'aménagement de la voirie, entre autres. Mais avec la masse de pèlerins que Popenguine accueille chaque année, Monseigneur Benjamin Ndiaye a voulu se projeter vers l'avenir. En me promenant ce jour-ci, dans l'espace qui appartient à la mission catholique, j'ai découvert que si on montait plus en hauteur, sur la colline, ce qu'on appelle le village des marcheurs, on aurait d'abord un espace plus grand, plus fonctionnel pour un sanctuaire extensible et qui puisse répondre peut-être aux besoins dans l'avenir. Le souhait pour le chef de l'Église est donc la délocalisation du sanctuaire sur le site du village des marcheurs. L'espace devrait abriter les lieux de célébration, mais aussi une résidence. La principale infrastructure concerne le lieu de célébration. Il faut que ce soit un espace extensible qui puisse répondre à la masse des pèlerins. Mais lié à cela, d'autres infrastructures sont prévues. Une grande salle de conférence où pourrait avoir lieu de réception, sans doute, la délégation officielle et d'autres. Et puis des logements pour des pèlerins qui seraient en mesure d'être accueillis comme des hôtes de marque à l'occasion des pèlerinages. Et pour l'archevêque, vu l'ampleur du projet, il est important que les fidèles fassent preuve de beaucoup de patience. Nous avons la chance de pouvoir remettre à nouveau frais ce projet, le réfléchir. Cela va amener évidemment des retards par rapport au programme initial qui avait été prévu. Mais c'est au bénéfice de l'avenir et de notre communauté. Alors pas d'impatience s'il vous plaît et prions le Seigneur de nous accompagner dans la réalisation de ce projet. Amen. Et puis, le programme spécial des sites religieux initié par le chef de l'État est confié au Bureau d'architecture et de conservation des palais à Hambourg, où le programme réalise la mosquée de la famille de Thierno Mansour Baro. La coordonnatrice des travaux est revenue sur la vocation du programme. Le respect des délais et le niveau de qualité des infrastructures est de mise. Nous l'écoutons au micro de Aboubakri Khan. Le programme spécial des sites religieux du chef de l'État est un programme qui a pour vocation de doter les foyers religieux d'infrastructures en édifiant de nouvelles infrastructures telles que des mosquées ou des résidences ou en les réhabilitant. Ce programme a été confié au Bureau d'architecture et de conservation des palais nationaux, le BAC, par le chef de l'État. 2016 et 2017 nous réservent aussi un programme très ambitieux qui a été annoncé par le chef de l'État. La liste est longue, mais je pense que nous pouvons notamment citer les grandes mosquées le sanctuaire marial de Popenguine, avec son extension, sa réhabilitation, et les grandes mosquées de Guédiawaye, de Pikine, de Saint-Louis notamment, et bien sûr le démarrage des travaux d'achèvement de la grande mosquée de Tivaouane. Il faut toujours mettre beaucoup de pression pour que les gens puissent livrer les choses en temps et en heure, et aussi le plus important avec le niveau de qualité exigé et requis par le chef de l'État. Et je pense que c'est une chose importante. Il faut que les gens puissent travailler dans les temps et avec qualité. Et c'est ce à quoi nous nous employons. Le respect des délais et le niveau de la qualité des infrastructures sont de mise pour ce programme spécial du programme initié par le chef de l'État au niveau des sites religieux. Nous reviendrons sur les autres localités concernées. La tournée du Conseil national des sages républicains se poursuit. Ce samedi, ils se sont rendus à Kaolack sur place. Ils ont visité certains foyers religieux comme ceux de la famille Kane de Léona Niassène ou de Medina Baye. Partout, ils ont tenu à expliquer l'objet de leur visite relative à la découverte du pétrole et du gaz au Sénégal. Ibrahim Andong. Les sages républicains à la rencontre des guides religieux de Saloum. Arrivés à Kaolack en début d'après-midi, ils ont été aussitôt reçus par la famille Kanen. Sur place, les responsables se sont livrés à une séance d'explication. Elle est exclusivement axée sur la découverte du pétrole et du gaz, ainsi que la polémique qui l'entoure. Ces sages qui représentent aujourd'hui les supports sur lesquels notre pays se repose. Il faudrait quand même exploiter leur expérience. Il faudrait les écouter
Il faudrait également mettre en application leurs consignes et je pense que cela aidera le Sénégal à conserver la paix, alors sans laquelle le Sénégal ne peut pas émerger comme on le dit. Ensuite, c'est au tour de Léona Niassène de souhaiter la bienvenue à la délégation. Après avoir écouté le porte-parole, le calife apporte sa réponse. Comme vous, nous sommes constamment à la recherche d'une paix durable. Nous savons que l'exploitation du pétrole et du gaz requiert de grands moyens. Donc, l'important, c'est de s'unir. La tournée des sages républicains est motivée par une seule volonté, apporter des éclaircissements sur la découverte du pétrole et du gaz auprès des chefs religieux. Parce que nous avons trouvé du pétrole et du gaz, l'exploitation n'a pas encore démarré. Il y a des tirs groupés autour de ce projet gaz et pétrole. Nous avons donc alerté, puisque notre mission, entre autres, c'est de faire la veille et l'alerte. Nous sommes venus donc parler à ces autorités qui sont des responsables sociaux. Tout se déverse chez les marabouts et les chefs religieux. Donc nous sommes venus expliquer, nous avons partagé avec eux et nous avons eu le sentiment qu'ils nous ont compris. Et c'est à Medina Baye que la délégation termine sa visite à Kaolack. Dans la ville sainte, le Conseil national des sages a été reçu par le Khalif Cheikh Ahmed Tidiane Ibrahim Niass avant de s'adresser à la délégation. ñun taxawaay bi nga xam ne moo doon suñ taxawaay démb ci boobu mooy suñ taxawaay tey. Seule la paix peut nous permettre d'atteindre nos objectifs. Et c'est ce que nous prônons tous les jours. Il faut renforcer l'éducation car c'est la base du développement de chaque pays. yooyu buñ ko desal gannaaw ndax njàng moo yëkkati réew. Après avoir reçu les prières du Khalif, le Conseil national des sages républicains a aussi rendu visite à l'imam Cheikh Tidiane Cissé, un moment d'échange riche en enseignements. L'occasion pour imam Cheikh Tidiane de revenir sur les enseignements de Baye Niass, surtout sur l'importance de la paix dans un pays. 117 milliards de revenus générés par le secteur extractif en 2014, c'est ce que révèle le rapport ITIE qui vient d'être publié. Ce rapport, deuxième de l'initiative pour la transparence dans les industries extractives du Sénégal, prend en compte toute la chaîne de valeur du secteur des industries extractives. Cette publication intervient dans un contexte de préparation de la candidature du Sénégal pour l'obtention du statut de pays conforme. Philomène Constance Cagne. Pour l'année 2014, une nette évolution dans la contribution du secteur extractif au budget de l'État a été notée. 117 milliards, dont une contribution directe de 109 milliards provenant des mines et hydrocarbures. Cette fois-ci, la participation est de 100%. Toutes les entreprises qui sont présentes au Sénégal ont participé et ont déclaré leur paiement. Deuxièmement, les données que nous avions en 2013 n'étaient pas toujours des données fiabilisées. Cette fois-ci, toutes les données que nous avons, tous les paiements que nous avons enregistrés ont été fiabilisés. Et deuxièmement, la contribution du secteur a augmenté. La contribution en termes financiers, parce que vous savez, quand on parle de contribution économique, ce n'est pas seulement l'argent. On était à 46 milliards en 2013. Cette fois-ci, on est à 117 milliards. Mais ce n'est pas que ça, la contribution à l'économie. C'est aussi le nombre d'emplois qui ont été créés. C'est aussi les sous-traitances qui sont faites. C'est les emplois indirects. Ce deuxième rapport de l'ITIE couvre la période de janvier à décembre 2014. Il présente toutes les informations contextuelles et le rapprochement des données financières recueillies au sein de 34 entreprises publiques et privées, toutes évoluant dans le secteur des industries extractives. Nous, on s'intéresse à le rapport ITIE s'intéresse à toute la chaîne de valeur. Comment sont attribuées les licences,
quel est le cadre juridique qui régit le secteur, quelles sont les données de production, quelle est la contribution financière et économique du secteur à l'économie nationale, comment sont réparties les ressources. Donc je veux dire, c'est toute la chaîne de valeur qui nous intéresse. Des données précises qui viennent éclairer l'opinion dans un contexte où la polémique est soulevée dans le secteur des mines. L'ITIE de préciser que des efforts d'une gouvernance transparente ont été faits dans ce domaine. Le Sénégal est un pays où se fait pour l'essentiel de la prospection et de la recherche pétrolière. Ce qui fait que à la fois les instruments qui régissent ces secteurs, le code minier, le code pétrolier, mais aussi le code général des impôts et domaines, parce que depuis 2012, il y a eu un rapatriement des dispositions fiscales qui concernent le secteur minier et le secteur pétrolier dans le code général des impôts et domaines. Ces dispositions ne sont pas claires. Et ces dispositions, lorsqu'elles ne sont pas très claires, elles font l'objet d'interprétations. Il n'y a pas, dans les textes de loi, de définition claire des conditions d'évaluation des capacités techniques et financières. Et donc c'est un aspect sur lequel il y a, de mon point de vue, un chantier, un nouveau chantier qui va s'ouvrir. Je pense qu'à ce stade-ci, en tout cas nous du point de vue de l'ITIE, on est technicien, on n'est pas vraiment impliqué dans ce débat de cette façon-là, mais nous considérons qu'il y ait, ce qui est important, c'est que le système se dote des outils et d'un dispositif nécessaire qui lui permettent d'améliorer les conditions de gestion du secteur. Quelques recommandations ont été faites pour consolider la gouvernance des industries extractives. Un atelier de lancement du rapport est aussi prévu le 3 novembre prochain pour mieux partager les résultats. Et puis cet atelier national de validation du document de politique foncière. La Commission nationale de réforme foncière a rencontré ce matin tous les acteurs concernés. Il s'agit de procéder à la revue et à la validation finale du document avant de le transmettre au chef de l'État, Fatou Diouf. Cette rencontre marque l'aboutissement d'un long processus de mise en œuvre d'une nouvelle réforme foncière au Sénégal. 118 réunions, plus de 35 000 acteurs entendus sur toute l'étendue du territoire national. L'heure est maintenant à la validation finale du document. L'ensemble des parties prenantes salue une démarche participative et inclusive. Compte tenu des orientations stratégiques et des objectifs prioritaires du PSE, nous avons unanimement salué l'approche de concertation et large consultation de la CNRF et souscrivons à l'idée que de ce grand chantier devra se faire de façon progressive. Et nous profitons de cette occasion pour réitérer notre disponibilité à vous accompagner dans ce processus. Les élus locaux que nous sommes avons l'option d'accompagner ces travaux dans le sens d'un approfondissement de la décentralisation. Parce que la chaîne foncière et domaniale, entendons-nous, nous la souhaitons le plus décentralisée possible. Le dialogue et la concertation doivent être les clés de voûte de cette grande réforme juridique. Cela afin de garantir une meilleure appropriation du document par les populations à la base. Cette approche nous a éclairé sur des idées précises et la détermination du peuple sénégalais à prendre en main son propre destin relativement à la gouvernance foncière. En effet, en accordant la priorité à l'élaboration d'un document de politique foncière, et ce sur l'instruction de M. le Président de la République, qui est le donneur d'ordre politique de cette affaire, la CNRS a offert aux différents groupes d'acteurs la possibilité d'exprimer leur point de vue sur les questions de fond, qui sont relatives d'abord à la clarification des enjeux de la réforme foncière et à la définition des démarches permettant de les concilier. Ensuite, la définition des mécanismes d'articulation entre la réforme foncière et la politique de développement économique, social et environnemental du pays. Élus locaux, membres de la société civile, partenaires techniques et financiers, ainsi que les parlementaires ont tous livré leurs dernières recommandations. Il s'agit d'instaurer une politique foncière basée sur l'équité et la transparence afin de favoriser une exploitation durable des ressources naturelles et de sécuriser les droits fonciers au Sénégal.
En moins de 2 mois, la nouvelle entreprise chargée de terminer les travaux de l'aéroport international Blaise Diagne est allée très vite. Constat du ministre du Tourisme et des Transports aériens qui était en visite sur le site. Le ministre s'est dit rassuré. Les travaux devraient se terminer en fin avril 2017 et l'ouverture officielle prévue en décembre 2017 par Bounatiawa. Le ministre en charge du tourisme et des transports aériens est venu de visu constater la reprise des travaux dans les différents chantiers de l'aéroport international Blaise Diagne. Sur le site, la nouvelle entreprise contractante a réalisé une marge de progression considérable en un temps record. Nous avons pu voir les évolutions en termes de travaux dans les bâtiments, dans les infrastructures connexes, ce qui permettra, avec l'ouverture prochaine de l'autoroute à péage qui va arriver jusqu'à AIBD à partir de la semaine prochaine, de voir l'ouverture de cet aéroport avec plus de perspectives. Puisque nous avons noté que de 85% des travaux, le groupement Soumalimac a pu porter ce taux à 88%, soit 3% d'évolution en seulement 45 jours de travaux. Les installations sont en cours dans les différentes zones visitées, le hall d'embarquement, la partie des bagages, en passant par les aires de contrôle. L'AIBD disposera de toutes les commodités requises et au rythme où vont les travaux, les délais de livraison seront respectés. Les délais, comme je l'ai noté, sont de 8 mois de travaux à compter du paiement de l'acompte intervenu au début du mois de septembre. De ce fait, les travaux devraient se terminer au mois d'avril 2017. Mais comme vous savez, terminer les travaux, c'est une chose, mais la mise en service va prendre un certain temps avec les certifications et autres. De ce fait, nous espérons, et d'après ce qui est prévu, l'ouverture officielle de l'aéroport devrait intervenir au mois de décembre 2017. Dans la foulée, Maïmouna Ndoye Seck a encouragé les ouvriers qui travaillent sur le site. Elle a aussi exhorté l'entreprise à rester dans cette dynamique. Nous parlons du 14e congrès panafricain d'ornithologie. La rencontre a enregistré ce matin 300 délégués venus du monde entier. Ils ont échangé sur le thème « Changements globaux en Afrique, menaces et opportunités pour les oiseaux ». Selon le ministre de l'Environnement qui a présidé la cérémonie, il s'agit de promouvoir la préservation des oiseaux en tant que partie intégrante du patrimoine naturel africain. Louise Bitsa. L'ampleur et l'envergure portées sur ce 14e congrès panafricain d'ornithologie expliquent la mobilisation des experts issus de toutes les régions d'Afrique, présentant un intérêt certain sur les oiseaux, une passion qui pousse à débattre sur les causes profondes qui affectent les oiseaux. Vous avez beaucoup d'endroits qui sont perturbés par l'homme, tout simplement les activités humaines. Vous avez par exemple des constructions massives, ou même pas massives, qui se font sur des endroits critiques pour la reproduction de ces oiseaux. Vous avez les questions de pollution. Il y a beaucoup d'endroits importants, les mangroves, les estuaires, qui sont complètement affectés par la pollution. Mais vous avez également l'exploitation des oiseaux. Vous savez qu'il y a beaucoup d'oiseaux qui sont l'objet du braconnage. Des recherches et études se poursuivent sur les oiseaux africains et ces migrateurs. Le sujet est d'autant plus important que l'ambassadeur des Pays-Bas au Sénégal a décidé de porter le plaidoyer. La protection des oiseaux et de la nature est une chose très très importante. Comme vous le savez, nous sommes connectés par les oiseaux. Entre les Pays-Bas et le Sénégal, les oiseaux, ils vont et viennent entre nos deux pays. Ils passent par les Pays-Bas pendant l'hiver pour aller ici au Sénégal. Donc j'étais très heureux d'être invité aussi. Favoriser la reconnaissance des oiseaux et leur rapport avec l'homme, le ministre de l'Environnement s'engage, un engagement pour la protection de la biodiversité. Alors c'est compte tenu de nos efforts en matière de conservation de la biodiversité, de la gestion donc des oiseaux, de leur habitat et de leur milieu qui nous a valu cet honneur.
Au-delà du thème débattu, le congrès présente aussi des enjeux. Aujourd'hui, les enjeux sont importants. Vous savez que de façon générale, les oiseaux constituent un bon indicateur de la qualité de l'environnement parce qu'ils vivent dans les milieux humides, dans les zones humides, dans les milieux arides, au niveau de la forêt. Et donc, c'est un bon indicateur de la qualité de l'environnement et donc des efforts de conservation de la biodiversité. Et ça, c'est une question qui est au cœur de la politique environnementale du Sénégal. Et l'importance du congrès pour le Sénégal se mesure à 4 niveaux. D'abord, un plébiscite au plan international. Pour la première fois, le congrès est organisé dans un pays francophone. Au plan environnemental, des discussions permettront de connaître les atouts du pays. La visite des sites ornithographiques par les participants est une aubaine pour des retombées économiques. Au plan scientifique, plusieurs symposiums animés par des experts sont prévus à marge du congrès. Le Sénégal a célébré ce matin la journée mondiale de l'alimentation. Cette année, Bambilor, commune du département de Rufisque, a abrité la cérémonie de lancement pour cette 36e édition. Le thème choisi est le climat change, l'alimentation et l'agriculture aussi. La journée a eu comme parrain le programme de productivité agricole en Afrique de l'Ouest. Dame Silla. À l'instar du monde entier, le Sénégal a célébré ce matin la 36e édition de la Journée mondiale de l'alimentation. Dans un contexte où le climat fait des ravages sur l'environnement, créant une menace réelle sur la sécurité alimentaire, moment ne peut être plus opportun pour aborder le sujet. Conscient de cette situation et de la part importante de l'agriculture pluviale dans notre pays, le ministère de l'Agriculture et de l'Équipement rural, dans la mise en œuvre du programme d'accélération de la cadence de l'agriculture sénégalaise, PRACAS, volet agricole du plan Sénégal émergent, considère le changement climatique comme une donnée qu'il faut intégrer dans les analyses et dans la définition des stratégies et non un facteur à subir. Le changement climatique affecte les systèmes de production des différentes branches du secteur primaire, comme l'agriculture, l'élevage, la pêche, la foresterie, entre autres. Pour y faire face, acteurs et décideurs comptent développer de nouvelles stratégies. En décembre 2015, la conférence des parties sur le climat, la COP21, à Paris, a marqué un pas décisif dans la lutte contre les effets du changement climatique, avec l'adoption du premier accord universel sur le climat par les 195 parties de la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique. La communauté internationale se réunira bientôt à Marrakech, au Maroc, pour la COP22. Ce sera une étape cruciale pour que les gouvernements traduisent leurs engagements en action. La commune de Bambilor est une commune à vocation agricole. Donc si vous avez choisi Bambilor pour le lancement de cette journée, nous ne pouvons que vous féliciter et vous remercier au nom des populations de Bambilor. Pour la 36e édition de la Journée mondiale de l'alimentation, le ministère de l'Agriculture a choisi comme parrain officiel le programme de productivité agricole en Afrique de l'Ouest. Un choix qui n'est pas fortuit au vu de ses nombreuses réalisations sur le terrain. Pour le Sénégal, les filières visées sont les céréales sèches, mil, sorgho, maïs, fognon, les cultures associées arachide, niébé et sésame, les productions animales, viande et lait, et les filières horticoles, tomates, mangue et oignons. Dans le cadre du projet, un certain nombre de stratégies régionales dont l'adaptation au changement climatique a été définie et est en train d'être mise en œuvre. Avant la cérémonie officielle, la délégation a visité quelques exploitations agricoles du département de Rufisque pour s'enquérir de la situation dans la zone. Le centre d'incubation de formation des femmes transformatrices des produits agricoles a été également visité. Des prix ont été aussi remis aux différents participants du concours culinaire. L'Organisation islamique pour l'éducation, les sciences et la culture ISESCO et l'Union des radiodiffusions islamiques vont accompagner le COMIAC sur l'utilisation des médias africains dans la promotion du dialogue et de l'échange culturel. À travers une session de formation des journalistes africains, ces structures veulent lutter contre les campagnes médiatiques tendant à discréditer l'islam. Fatoumata Banelba. Face à la montée des mouvements terroristes visant à semer le doute sur l'islam et ses valeurs, l'ISESCO, l'IBU et le COMIAC ont décidé d'unir leurs forces pour lutter contre ces fléaux. Cette session de formation des journalistes africains entre dans le cadre du renforcement des médias dans la promotion du dialogue et de l'échange culturel. Étant donné que le peuple islamique dans le continent africain sont exposés aujourd'hui à des contenus médiatiques extrémistes
l'ICISCO et ses partenaires ont décidé d'organiser cet atelier qui vise à sensibiliser les journalistes africains sur l'importance de la division de la culture islamique à travers l'adoption du juste milieu et du dialogue et de la modération dans la transmission des messages de l'islam et la promotion du dialogue et de l'échange culturel. Le comité permanent pour l'information et les affaires culturelles de l'OCI COMIAC entend impliquer la jeunesse musulmane dans la promotion des valeurs de l'islam. L'islam est enrichi par des valeurs de tolérance, de paix et de solidarité. Il faut qu'on le mette en exergue. C'est une religion très saine et pratiquement, c'est par la grâce de Dieu et les révélations du prophète Mohammed, on peut s'enrichir de ces valeurs-là et le mettre en exergue au-dessus des populations africaines. Ces sessions de formation sont organisées un peu partout dans le monde, selon Ahmed Salem Ould-Bouk, directeur général de l'Union des radiodiffusions islamiques. En plus des renforcements de capacité, un accord de coopération a été signé entre l'ICISCO et le CISTI. Il est relatif à un centre de formation des journalistes de la sous-région. Sport, football, Niary Tally remporte pour la première fois le trophée du président de l'Assemblée nationale. Victoire après une haute lutte face aux académiciens du Ndiambour, des académiciens de Mbour plutôt, Fatoumata Savané. NGB Niary Tally, vainqueur de la Coupe de l'Assemblée nationale édition 2016. Face à Djambar, les Galactiques de Niary Tally n'ont pas fait dans le détail. Dès la 3e minute, Hassan Touré ouvre la marque 1-0. L'équipe mouroise se cherche, mais avant même de réagir, Pape Faragay inscrit le 2e but pour Niary Tally. Nous sommes à la 10e minute. Le match est plaisant, un beau jeu, les occasions se multiplient de part et d'autre. 2-0 pour Niary Tally à la mi-temps. Djamba réagit à la 2e période. Accule Niary Tally. Juste avant la fin du match, les hommes de Boubacar Gadiaga obtiennent un penalty, mais Birahim Gaye rate son face-à-face avec Pape Seydou Ndiaye. 2-0, c'est le score final. Niary Tally s'adjuge le trophée du Parlement. Vraiment content, nous sommes très contents de gagner ce trophée. Cela nous permet également de bien débuter la saison. L'Assemblée continuera à accompagner le sport comme il l'a toujours fait, comme vous l'avez vu. Nous avons eu à accompagner aujourd'hui la fédération à travers ce trophée du Parlement et nous sommes honorés d'avoir été choisis comme institution qui symbolise un peu le début de la saison du football au Sénégal, parce que nous tous nous savons que la Coupe du Parlement est dédiée quand même à l'ouverture de la saison du football au Sénégal. En levée de rideau, US Gorée prend le dessus sur Diamono de Fatick 1-0. Les champions en titre s'offrent la 3e place de ce tournoi du Parlement. Lutte, l'ancien roi des arènes raccroche. Yahya Diop Yekini a annoncé sa retraite à l'opinion publique lors d'un face-à-face avec la presse cet après-midi. Selon l'ancien champion, l'heure a sonné pour lui de cesser de se livrer à des combats. Le sportif soutient n'être freiné ni par son état physique ni par ses dernières défaites. Jean Dior. Son dernier face-à-face avec Lac de Guiers 2 est donc le dernier combat que Yekini a livré. Yahya Diop met un terme à sa carrière. Les raisons? Comme tout grand sportif, il faut savoir s'arrêter. C'est une décision que j'ai longtemps voulu faire savoir, mais puisque je suis pensionnaire d'une écurie, mon staff n'était pas dans la même dynamique. Mais aujourd'hui, avec leur accord, je raccroche. Selon le tombeur de Moustapha Gueye, de Bombardier, Baboy, Tyson, entre autres ténors, son état physique, encore moins ses défaites, n'ont pas motivé cette décision. Mes derniers combats sont certes soldés par des défaites, mais ce ne sont pas les raisons qui m'ont poussé à la sortie. D'aucuns même parlent de mon état de santé. Je suis bien portant. Le pensionnaire de l'écurie Ndakaaru a passé plus de 2 décennies à combattre dans l'arène sénégalaise. Si le temps est arrivé pour lui de dénouer son game, le lutteur pense déjà à sa relève. Mon plus grand souhait est de voir un autre grand champion de l'écurie Ndakaaru. Je souhaite que le futur roi des arènes soit de ma génération. Mieux, je rêve d'un futur champion sérère.
L'enfant de Bassou a pratiqué la lutte avec frappe, la lutte olympique et celle traditionnelle. Yekini a vécu les mutations de la reine sénégalaise, comme la montée des cachets, la chute des anciens, mais aussi l'arrivée de nouveaux champions, comme Balla Gaye 2 et Lac de Guerre 2. Et ce sont ces derniers qui ont terrassé celui qui est désormais un ancien lutteur. Bon vent champion, un autre champion qui s'est éteint, Christophe Sagna. Le football sénégalais est en deuil. L'ancien international sociétaire de la Jeanne d'Arc de Dakar à ses débuts s'est éteint hier à Quimper en France. Christophe Sagna a fait la campagne CAR 86 avec les Lions du Sénégal. L'ex-milieu de terrain a aussi joué dans plusieurs clubs français, entre autres Guingamp, Amiens et Quimper. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition. Encore une fois, merci de suivre l'actualité tous les jours sur la première chaîne de télévision sénégalaise. On se retrouve demain, Inch'Allah. Mesdames, Messieurs, bonsoir. 20h sur la RTS, le journal, voici les titres. Le président Macky Sall entame à partir de ce lundi une tournée économique à vocation agricole. Première étape, Kaolack, où les populations lui ont réservé un accueil populaire sous la canicule. La région, bassin arachidier du Sénégal, entend redorer son blason et attend beaucoup de ce déplacement du chef de l'État. Programme spécial de modernisation des sites religieux. Nous poursuivons la série de reportages dans les différentes localités concernées. Ce soir, Popenguine et son sanctuaire Marial, et puis Mour, où la mosquée de la famille Barreau est en phase de réhabilitation. Journée mondiale de l'alimentation. Bambilor a abrité la cérémonie officielle ce lundi. Zone agro-pastorale, la commune a montré son savoir-faire et ses potentialités. Le climat change, l'alimentation aussi est le thème de cette 36e édition. Yekini range son game roi des arènes pendant plus d'une décennie. Le champion Serer a décidé de se retirer après 2 défaites successives qui l'ont poussé à sortir. Bonsoir et bienvenue à tous. Le chef de l'État a entamé sa tournée économique dans les régions centre et est. Après avoir visité les zones de production à Kaolack et Kaffrine, le président Macky Sall s'est dit confiant quant aux récoltes attendues. Le président de la République a par ailleurs annoncé le renforcement des moyens de notre agriculture pour une croissance encore plus forte. Nous écoutons le chef de l'État au micro de Aboubakry Kane. J'ai rencontré beaucoup de producteurs et d'agriculteurs dans cette région de Kaolack et dans cette région de Kaffrine, la première étape du jour, que je n'ai pas encore terminée. Nous sommes tout à fait confiants sur le déroulement de l'hivernage. Déjà à Kaolack, j'ai pu constater pour l'hivernage 2016 que pour le 150 900 hectares ont été emblavés contre 132 508 l'année dernière. Donc il y a une progression. Il y a une progression sur le sorgho pour 16 417 hectares. Le sorgho, vous savez, est une culture beaucoup plus difficile. Pour le maïs, nous avons plutôt une légère baisse par rapport à 2015. Mais ce qu'il faut noter, c'est que le riz fait son apparition dans le bassin arachidier qui est devenu un bassin agricole à travers la diversification des cultures. Et nous avons surtout l'arachide. L'arachide, il y a un bond cette année avec 118 842, rien que pour la région de Kaolack, hectares. Ça veut dire qu'avec ce que nous avons vu aujourd'hui dans ces champs, nous pouvons avoir espoir que les récoltes seront bonnes. En principe, nous prions également pour avoir une dernière pluie. Mais en tout état de cause, je pense que pour le mil, pour l'arachide, en tout cas, les cultures pourront donner de très bons rendements. Au total, sur les céréales, rien que pour la région de Kaolack, nous sommes à 181
12 000 hectares, donc presque 200 000 hectares emblavés. Donc avec des rendements qui ont cru du fait des politiques de modernisation, de renouvellement du capital semencier, de la diversification et de l'adaptation par rapport aux aléas, du fait également du soutien sur les intrants, engrais, mais aussi machinisme. Je pense que là, le Sénégal va tout droit, Monsieur le ministre, vers une autosuffisance sur l'ensemble de ces spéculations, notamment sur les céréales, mais aussi l'arachide, nous allons avoir, Inch'Allah, de très très bonnes productions. Alors je félicite l'ensemble des agriculteurs, puisque mon ambition c'est de faire passer les paysans au stade d'agriculteurs. Ça veut dire que cela va avec une formation, cela va aller également avec un équipement adéquat pour augmenter les capacités et les productions. Et ça aussi, c'est l'ambition du plan Sénégal émergent. Et dans le PSE, l'agriculture va être la sève nourricière. Nous développons ici beaucoup de spéculations et faisons de la valeur ajoutée. Nous souhaitons disposer davantage de crédits dans les banques pour nous permettre de nous lancer dans la transformation de ce que nous produisons. La venue du président nous galvanise. Il nous a beaucoup aidés sur les intrants, mais nous lui tendons davantage la main. L'État a beaucoup fait dans le département. Pour prendre uniquement l'exemple de la FEPROMAS, l'État a donné tout dernièrement 100 semoirs à la FEPROMAS et 50 houssines. Sur le plan aussi de l'engrais, l'État leur a donné de l'engrais et des semences. Comme vous le voyez, vous avez tout vu. Donc vraiment, on s'attend à une récolte vraiment très acceptable. La fédération agit sur 3 régions, Kaolack, Kaffrine et Fatick, et polarise 22 communes. Dans ce bastion jadis dédié à l'arachide, de nouvelles spéculations comme le maïs ont désormais droit de citer. La campagne agricole sera menée jusqu'au bout dans les meilleures conditions, selon les responsables de la direction régionale du développement rural de Kaolack. Nous écoutons à ce propos Michel Ndion, il est le chef de division à la dite structure sur le dispositif mis en vigueur pour réussir aussi bien la récolte que la commercialisation. Le voici au micro de Claire Diop. La campagne agricole a démarré par la mise en place très précoce de l'arachide et de l'engrais, notamment le 6-20-10, mais un peu tardive de l'urée et du triple 15. La région a reçu 12 882 tonnes d'arachide contre 11 892 la campagne passée, soit un bond de 12%. Pour les espèces diverses, le taux varie, le taux de mise en place varie de 80 à 101%. Pour l'engrais, le taux varie entre 12% à 124%. Pour la situation pluviométrique, sur les 27 postes que compte la région, les 15 sont déficitaires, mais ils ne reflètent pas le bon comportement des cultures. Mais on note aussi un arrêt ou bien une pause pluviométrique. C'est une tournée, comme son nom l'indique, économique. Une tournée économique, c'est une tournée qui a pour portée de faire le bilan et le diagnostic de l'ensemble des réalisations économiques que le président a eu à faire aussi au niveau de la région de Kaolack. À travers ses promesses, pendant les conseils de ministres décentralisés, le président de la République avait fait des promesses pour la région de Kaolack. Donc on fait l'état des lieux de ces promesses-là, les réalisations économiques, les niveaux de vie économiques, le développement économique de la région de Kaolack et les perspectives qu'il faut avoir par rapport à ces promesses. En tout cas, nous pensons que ce sera une tournée économique qui fera le bénéfice de la région de Kaolack, parce que tout simplement, le président de la République est quelqu'un qui respecte toujours ses engagements. Le président de la République a su réaliser les promesses qu'il avait tenues lors des campagnes électorales. Donc c'est pourquoi la population est sortie pour accueillir le président de la République, pour lui dire merci, parce qu'à travers ses réalisations, le président a tenu ses promesses. À Taïba Niassène, la Fédération des producteurs de maïs du Saloum est en phase de réussir le pari de la diversification agricole avec le soutien de l'État. Cette fédération de producteurs fait office de modèle dans le Saloum. Dans ce contexte, la visite du président au niveau des périmètres agricoles est un réel motif de satisfaction pour ses différents membres. Ousmane Garifay.
Des périmètres agricoles à perte de vue totalement jaunis. Ici, le temps qui court a eu raison de la verdure. Le sourire aux lèvres, ces agriculteurs manipulent fièrement les épis. Signe qu'à Taïbanyasen, l'hivernage a déjà tiré sa révérence. À quelques heures de la visite du chef de l'État, parti pour être historique pour la Fédération des producteurs de maïs du Saloum, sa présidente décline le mode opératoire qui leur a valu réussite pour la campagne qui s'achève. On s'est organisé en réseau d'abord, en GIE et en réseau. Et après, on s'est senti le nécessaire de faire une fédération pour quand même prendre en charge les problèmes de nos membres. Parce que tout le monde savait que l'agriculture est là, mais on ne leur donnait pas tellement le nécessaire qu'il fallait. Le nécessaire qu'il fallait, ces producteurs l'ont eu 20 hectares d'arachide, du manioc, du mil, autant de périmètres pour des spéculations nouvelles qui ont toutes bénéficié du soutien multiforme de l'État et des structures décentralisées d'appui au secteur agricole. Foncier, mécanisation, intrants, appui, conseil, l'implication a été décisive pour produire des success stories. Le secteur qui va tirer la croissance. Donc nous devons renforcer tout ce que nous avons fait jusque-là et nous allons le renforcer, que ce soit sur le riz, que ce soit sur les céréales, que ce soit sur les produits horticoles. Et nous allons de façon globale renforcer les moyens de notre agriculture, puisque une corrélation très claire a montré que plus nous investissons dans le secteur productif de l'agriculture, plus cela nous donne une croissance plus forte et une valeur ajoutée plus forte. Pour cette première journée, donc, les populations de Kaolack se sont fortement mobilisées. Ils espèrent que cette visite va relancer les activités agricoles et économiques dans la région de Kaolack. Ambiance et réaction.